Philippe Juvin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Les Républicains ont tranché hier, ils iront en toute indépendance à la bataille législative. Vous vous êtes abstenu lors de ce vote, mais vous n'avez pas voté contre. Vous êtes rallié à cette position, vous demeurez sceptique ? Non, mais moi j'ai une position qui n'est effectivement pas la position majoritaire dans un parti politique. Sinon, à quoi servirait un parti politique ? Il y a des débats, donc c'est normal de défendre chacun sa ligne. Moi, mon analyse était un peu différente. Elle est toujours d'ailleurs. C'est que je pense que nous avons connu une défaite historique. Que cette défaite ne vient pas d'événements très récents. C'est une défaite qui vient de très loin. C'est une défaite intellectuelle d'une certaine manière. C'est pas un accident, hein. Alors, vous savez, quand vous avez 3 accidents d'affilée, les européennes et 2 fois les présidentielles, ça n'est plus un accident, au sens littéral du terme. Non, ça vient de loin, c'est que je pense que depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, la société a évolué, les aspirations de celle-ci ont changé, et probablement nous n'avons pas su les percevoir. Et puis, un deuxième élément peut-être, c'est qu'au fond, nous ne sommes pas arrivés à expliquer aux Français quelle était notre vision de la France, quelle était notre France. Nous avons proposé des mesures techniques sur des tas de sujets. La campagne était intéressante. Et d'ailleurs, beaucoup de gens disaient que le programme de Valérie Pécresse, que j'ai défendu et avec grand plaisir, était un bon programme parce qu'il montrait que nous étions prêts à gouverner. Mais des mesures techniques ne font pas un projet et une vision pour la France. Mais peut-être parce que ce projet, cette vision, finalement, se trouve chez Emmanuel Macron, en tout cas dans l'aile droite du macronisme. Vos électeurs s'y sont donc portés naturellement. En tout cas, il est certain que les électeurs ont compris cela et ont fait cette analyse très, très clairement. Dire le contraire serait impossible. Et c'est vrai qu'une des questions qui doit se poser à nous, c'est comment nous allons rechercher tous ces électeurs qui étaient chez nous hier et qui sont majoritairement passés chez Emmanuel Macron et certains aussi chez Marine Le Pen. Il ne faut pas se cacher. Mais majoritairement chez Emmanuel Macron. Oui, je crois que c'est ça la question. Quand Christian Jacob dit « nous ne sommes fongibles ni dans le macronisme ni dans le lepénisme », est-ce qu'il prend acte de ceux qui sont partis ou est-ce qu'il est aveugle ? Non, je pense que Christian Jacob, qui est un bon président, a une responsabilité qui n'est pas la mienne. Et donc, moi, je parle plus facilement, je suis plus libre. C'est que c'est un chef de parti. Donc, il est obligé de, à la fois faire la synthèse et de trouver une ligne qui engage le parti collectivement. Moi, ma position, c'est la position d'un individu dans le parti qui a sa liberté et qui soutient une thèse qui n'est pas celle du parti. Donc, Christian, lui, a une responsabilité collective et moi je comprends sa position. C'est un bon président et dans une période extrêmement difficile, on voit la complexité de la tâche. Ceux qui ont gagné hier finalement, tenant de la ligne indépendante, de la ligne dure, c'est peut-être les derniers, la vieille garde sarkozyste. Alors d'abord, je ne sais pas ce qu'est la vieille garde sarkozyste. Nadine Morano, moi-même, je suis un élu des Hauts-de-Seine, du département du président Sarkozy. Je constate, et je suis même le président de cette fédération, et je constate que une grande partie de nos électeurs de Nicolas Sarkozy sont aujourd'hui passés chez Emmanuel Macron. Donc je ne sais pas qui est porteur du message sarkozyste. En tout cas, Nicolas Sarkozy, lui, s'est exprimé sur la nécessité pour les partis du gouvernement de travailler ensemble. Oui. C'est ma ligne. Je pense que les partis de gouvernement, compte tenu du fait que le pays est extrêmement fractionné, vous savez, on se cache derrière des programmes, mais une fois que l'élection législative aura eu lieu, que les gouvernements seront en place pour gouverner, il va falloir qu'ils gouvernent. Une France extrêmement fractionnée, souvenez-vous des Gilets jaunes, est-ce que vous croyez un instant que c'est terminé ? Tout ça va revenir à grands pas. Nous devons, les partis de gouvernement, être responsables, c'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Ça ressemblerait à quoi et travailler ensemble. Ce contrat de gouvernement, travailler ensemble, ça ressemblerait à quoi ? Mais déjà, regardez, avant même que l'on parle de contrat de gouvernement qui fait peur à tout le monde, quand va arriver à l'Assemblée nationale, par exemple, les propositions de Emmanuel Macron sur le nucléaire. Est-ce que vous croyez que nous allons les voter ? Oui, bien sûr, ce sont les mêmes. Quand Emmanuel Macron parle à un programme santé, en fait, je lis le programme santé de Nicolas Sarkozy, d'Emmanuel Macron, et je constate quoi ? Lapsus intéressant. Et je constate quoi ? Je constate que c'est quasiment le même que celui que j'avais soutenu durant la primaire et que Valérie Pécresse avait repris. Donc, il y a une base, quoi. Il y a évidemment une base. Et est-ce que vous croyez un instant, encore une fois, que quand il va proposer, ce que j'espère, puisqu'il a dit qu'il allait le faire, une augmentation très significative du numerus clausus, c'est-à-dire le nombre de médecins formés, nous allons voter contre ? Non, bien entendu. Nous avons soutenu que nous allions doubler le nombre de médecins en formation. Donc évidemment, heureusement, d'ailleurs, il y a des points communs. Heureusement que entre les partis de gouvernement, il y a des points communs. D'ici les législatives, il y aura un gouvernement, peut-être provisoire, mais enfin, il y aura un gouvernement. Y aura-t-il des débauchages personnels ? Damien Abad a été reçu à l'Élysée par un conseiller du président. Est-ce que vous êtes approché ? Non, mais moi, je n'en sais rien. Il y
aura-t-il? Ça, il faut le demander au président de la République. Encore une fois, la question, c'est, avec un pays extrêmement fractionné, des éléments sur lesquels les partis de gouvernement peuvent se retrouver, est-ce qu'il y a matière à travailler ensemble? Moi, c'est ce que je soutiens, mais encore une fois, je suis minoritaire au sein du parti, donc vous avez devant vous quelqu'un qui ne représente pas du tout la ligne du parti, même si j'en fais partie. Je vous rappelle que je n'ai jamais quitté les Républicains, j'ai toujours été très fidèle à ma famille, mais c'est vrai que j'ai toujours été un peu, comment dirais-je, minoritaire dans ce parti. Regardez, durant la primaire, j'ai soutenu par exemple qu'il fallait que nous sauvions et soutenions les services publics, ce qui est assez éloigné par exemple de la ligne qui avait été portée par François Fillon il y a quelques années. Donc on voit bien que, d'ailleurs heureusement dans un parti politique qui a des majoritaires et des minoritaires, parti politique ce n'est pas une caserne. En tout cas les Républicains, je vous le dis, ce n'est pas une caserne, et je sais que j'ai le soutien du président Jacob là-dessus. Il veut que le parti politique reste un endroit où on puisse librement s'exprimer, et je ne fais que librement m'exprimer. Vous ne vous sentez pas poussé vers la sortie? Mais pas du tout. Écoutez, vous avez devant vous quelqu'un, encore une fois, qui n'a jamais quitté sa famille, qui a exprimé, c'est vrai, une manière différente de faire de la politique, avec un succès très relatif, j'en conviens, à la primaire de la droite, mais c'est ainsi. Les Républicains, ce n'est pas une caserne où tout le monde marche du même pas, c'est un endroit où doivent s'exprimer des propositions forcément différentes, divergentes. C'est ça le sujet. Est-ce que vous serez candidat aux législatives vous-même? Je suis investi par ma famille politique, par les Républicains. Et vous irez au combat? Ben, j'irai au combat. Hein. Ce choix de la ligne, de travailler ou non avec le gouvernement, c'est un choix qui se reposera au lendemain des législatives. En fonction du nombre de députés LR élus, ça sera peut-être pas la même décision qu'hier. C'est vrai, d'ailleurs, c'est une thèse qui est soutenue par quelques-uns qui pensent que peut-être qu'un contrat de gouvernement sera possible dans l'avenir. On peut tout imaginer. Une des questions qui se posera, c'est au fond, quel est le groupe dont nous disposerons? Moi, ma crainte, c'est que si nous n'avançons pas aujourd'hui sur un contrat de gouvernement à l'allemande, on va le dire comme ça, eh bien, nous nous retrouvons avec un petit groupe politique, c'est-à-dire un petit groupe de députés. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, les familles politiques, les partis sont répartis en groupes. Et aujourd'hui, les Républicains, c'est le deuxième plus grand groupe. On a plus de 100 députés, donc c'est assez considérable. Plus de 20% de l'Assemblée nationale. Si demain, nous avons une évolution à la socialiste, comme le Parti socialiste de M. Hamon il y a 5 ans, nous pouvons nous retrouver avec 30 ou 40 députés. Et là, on pèse beaucoup moins. Et... forcément, vous influez moins sur les choses, et c'est une de mes inquiétudes. Est-ce que la démarche politique d'Édouard Philippe avec Horizon vous intéresse? Une sorte de groupe dans la majorité présidentielle, mais qui fait entendre sa voix personnelle. Écoutez, d'abord, ça n'a pas été ma ligne. Si ça avait été ma ligne, j'aurais soutenu Édouard Philippe depuis bien longtemps. Je suis membre des Républicains. Encore une fois, je l'ai jamais quitté. J'ai fait la campagne de Valérie Pécresse jusqu'au bout, et ça a été une campagne extrêmement méritante, et je suis fier de l'avoir faite. C'est vrai que j'ai défendu une ligne un peu différente sur, je vous ai parlé des services publics, mais d'autres éléments aussi. Non, je n'ai pas suivi hier Édouard Philippe, et je suis aujourd'hui membre des Républicains, je suis fier de l'être. Et votre téléphone n'a pas sonné, on vous a pas appelé depuis l'Élysée? Mon téléphone sonne beaucoup, mais pas que pour des questions politiques. Comme vous le savez, je suis un de ces hommes politiques qui a un métier à côté. Eh ben heureusement. Et on va en parler de ce métier parce que c'est comme médecin, en fait, que vous êtes allé en Ukraine fin mars, début avril. Est-ce que le pays, l'Ukraine, est capable de soigner tous ces blessés, de soutenir la guerre? D'abord, quand vous arrivez là-bas, vous êtes surpris par une chose, c'est que vous comprenez que Poutine aura beaucoup de mal à occuper le pays. La population entière, se prépare à la guerre. Ce sont des gens très courageux, et il faudra peut-être 2 ou 3 millions d'hommes à Poutine pour occuper le pays. Et il ne les a pas. Et il ne les a pas. Le deuxième point, c'est que évidemment, il y a une question sanitaire fondamentale. Moi, je suis pour que la France développe une diplomatie sanitaire. La diplomatie sanitaire, c'est de la diplomatie par des moyens sanitaires. Par exemple, cela pourrait consister en soignant les blessés de guerre qui sont pleins dans leurs hôpitaux et qui n'arrivent pas à soigner. On les évacue et on transfère en France. On pourrait faire ça, les évacuer, les transférer dans l'Union européenne, avec une politique concertée au niveau de l'Union européenne. Il y a des besoins qui sont immenses. À l'hôpital de Lviv où j'étais, sur 1500 lits, c'est un immense hôpital, 1500 lits c'est considérable, il y avait 400 lits occupés par des réfugiés, il y avait 120 patients intubés, ventilés, c'est-à-dire des patients de réanimation. On n'a pas ça en France. Donc, ils ont une situation extrêmement précaire. L'action humanitaire semble en échec en Ukraine. On veut ouvrir des corridors, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est un conflit inédit de ce côté-là? Non, je pense qu'il y a un élément peut-être de fonctionnement. J'ai été frappé, à la fois quelques autorités de pays de l'Union européenne me disaient, mais nous n'avons pas de demande.
Et une fois que j'étais là-bas, dans chaque hôpital où j'allais, et je peux vous assurer que j'en ai fait beaucoup, il y avait des demandes. Et en fait, c'est comme si les deux tuyaux ne correspondaient pas. Il y a le tuyau des Ukrainiens qui disent « mais nous avons des blessés à faire soigner », et les Européens qui disent « nous sommes prêts, mais les Ukrainiens ne nous font pas de demande ». Qu'est-ce qui manque ? Probablement, je pense qu'ils nous demandent des équipes sur place qui pourraient faire le lien. Et moi, je me suis occupé de quelques blessés. Je me suis occupé avec la cellule du Quai d'Orsay qui était très efficace et à laquelle vraiment je veux rendre hommage, de faire rapatrier quelques blessés de guerre, des officiers en particulier qui avaient été gravement blessés, qu'il faut réparer au plan chirurgical. Mais c'est vrai que chaque cas demandait beaucoup d'efforts parce qu'il fallait l'identifier, le diagnostiquer, l'évaluer, etc. Il faut probablement qu'on industrialise ce process pour qu'il devienne un process de masse. La guerre, pendant ce temps-là, continue. L'Allemagne, les États-Unis livrent des armes lourdes à l'Ukraine. La France n'est-elle pas en retrait ? D'abord, mener une guerre, il faut évidemment des armes, mais il faut aussi d'autres moyens. Je vous ai parlé de moyens sanitaires. Le fait de soigner les blessés ukrainiens serait une manière d'aider le peuple ukrainien. Je pense que cet élément, il ne faut pas le sous-estimer. Et j'ai vu dans la gestion de la crise par les Français de la crise ukrainienne, par le président de la République surtout, probablement un avantage. D'une certaine manière, je pensais au traitement de la crise en Géorgie par Nicolas Sarkozy en 2007, quand les Russes étaient entrés en Géorgie. Qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, c'est bien qu'il y ait un chef d'État européen, parmi les chefs d'État européens, en l'occurrence Macron, qui garde le contact avec Poutine. Donc ça, je pense que les Ukrainiens en sont conscients. Néanmoins, les Ukrainiens sont sévères parfois sur la France, qui considèrent que la France modère trop son soutien, fait beaucoup de mots et pas assez d'actes. Oui, enfin d'abord il y a les prises de position qui sont des prises de position un peu formelles. Sur le terrain, les gens sont très contents de voir que quand un médecin français vient soigner, vous êtes très bien accueillis. Il y a une francophilie qui s'exprime dans les faits. Moi je crois aux diplomaties de fait et attention à un miroir un peu déformant que l'on peut avoir de chez nous. Cette idée du retour de la guerre classique en Europe a réveillé de vieilles inquiétudes. Alors des inquiétudes militaires, est-ce qu'on serait capable de se défendre ? Mais aussi des inquiétudes quant à la population française. Est-ce qu'on serait capable, nous, aujourd'hui, de survivre, de subir ce que les Ukrainiens subissent ? Quand j'étais là-bas, je rencontrais des hommes et des femmes qui, comme vous, avaient un métier il y a encore quelques semaines. Une vie normale. Une vie normale, je voyais leurs photos, enfin vraiment une vie normale, comme vous pouvez la voir en France, et qui brutalement sont jetés dans la tourmente. Et ils m'ont fait cette réflexion, ils m'ont dit, vous voyez, jamais nous n'aurions cru que 4 ou 5 semaines plus tard, nous nous retrouvions ou réfugiés, ou déplacés. Ou dans des caves. Ou dans des caves. Moi, j'ai fait de l'anesthésie et de la réanimation dans des caves, dans des sous-sols. Jamais ils n'auraient pensé ça. Ben, ils en ont été capables. Probablement que les circonstances transforment les hommes et les femmes. Est-ce que nos populations, est-ce que nos mentalités ne sont pas trop engluées dans le confort de la paix depuis 80 ans pour être capables de ça ? En tout cas, c'est vrai que nous sommes des enfants gâtés. Et j'ai une expérience qui m'a marqué et qui est probablement la moins dangereuse de celle que j'ai eue en Ukraine. C'est quand j'ai franchi la frontière de retour en passant en Pologne. Je suis passé d'un pays où l'inquiétude était partout. Là, vous avez les sirènes que vous entendez le mercredi, vous savez, en France. Eh bien, c'est 10 fois par jour. Des checkpoints, des soldats qui vous arrêtent pour n'importe quoi. Bref, c'est la guerre. En permanence. Vous passez la frontière, vous faites 500 mètres et vous êtes dans une campagne apaisée. Et à ce moment-là, c'est incroyable. Mais j'ai une vidéo qui en témoigne, donc je ne mens pas. Il y a à la radio, il y a Jodassin qui est apparu et c'était cette chanson où il dit je t'inventerai, vous savez. Oui. Eh bien, je t'inventerai, j'inventerai l'Europe probablement. Donc nous sommes des enfants gâtés. Nous ne nous rendons pas compte de la chance que nous avons. Philippe Juvin, merci, bonne journée.